C'est en Normandie, au sud du Calvados, que je vous invite à venir découvrir le château de Falaise. Dominant la commune du même nom, ce château du Xe siècle, classé monument historique, fut l'un des hauts lieux du royaume anglo-normand. Pénétrer dans cette enceinte, c'est plonger dans une riche histoire qui a vu se succéder ducs, monarques, alliances et jeux de pouvoir. Symbole de puissance politique au Moyen-Âge, la forteresse revit aujourd'hui grâce à une poignée de passionnés pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. Charlotte est la directrice de l'édifice. En poste depuis 11 ans, elle s'émerveille toujours devant la majesté de son château. Ce qui me plaît particulièrement dans le château de Falaise, c'est sa monumentalité, la façon dont il est posé sur ce rocher, dont il domine la ville, avec une empreinte architecturale très forte. C'est le château des ducs de Normandie, c'est le château du roi de France et c'est un véritable marqueur de l'histoire. Érigé autour de l'an 1000, le château de Falaise est lié au destin d'un monarque hors du commun, Guillaume, dit le Conquérant. Né à Falaise en 1027, nommé duc de Normandie alors qu'il n'a que 8 ans, Guillaume le Conquérant a grandi entre ses murailles. C'est ici qu'il est fait chevalier et qu'il affirme son pouvoir avant de conquérir le trône d'Angleterre. En 1066, Guillaume le Conquérant gagne la bataille d'Hastings en Angleterre et il devient ainsi le roi d'Angleterre. À partir de ce moment-là, la Normandie s'agrandit, sort des frontières de France et Guillaume le Conquérant va pouvoir rayonner véritablement sur un territoire très très large. Il va cependant rester attaché à Falaise, à cette ville, à son château, car c'est aussi un carrefour stratégique très très important qui lui permet d'avoir la main sur son territoire. Guillaume le Conquérant va marquer de son empreinte l'histoire du Moyen-Âge. Fierté de Falaise, une imposante statue lui rend hommage en contrebas du château. À sa mort, en 1087, ses héritiers lui succèdent et transforment la forteresse. C'est au XIIe siècle que la forteresse va prendre l'aspect qu'elle a aujourd'hui, avec la construction par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume de Conquérant, lui aussi roi d'Angleterre, de ce grand donjon, un donjon anglo-normand de plan carré qui est véritablement le symbole de l'architecture anglo-normande. Construit dans la deuxième moitié du XIIe siècle, un petit donjon vient protéger la façade ouest du château. Il est l'œuvre du nouveau duc de Normandie, Henri II Plantagenet, alors à la tête d'un véritable empire. Car avec Henri II, le royaume anglo-normand n'a jamais été aussi vaste. Grâce à son mariage avec Aliénor d'Aquitaine en 1152, Henri II règne sur un domaine qui va de l'Aquitaine au pays de Galles en passant par l'Anjou et l'Angleterre. Alors forcément, ce gigantesque territoire inquiète le royaume de France. À la fin du XIIe siècle, le roi de France, Philippe Auguste, va décider de combattre ces Normands qui sont devenus tellement puissants sur ce territoire. De cette bataille, dont il sort victorieux, Philippe Auguste va construire la grande tour, symbole du pouvoir du roi de France, et la plus haute des tours que l'on ait bien sûr au château de Falaise. Hélas, au fil des siècles, le château de Falaise subit les affres de l'histoire. Peste, famine, conflits. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les donjons n'ont plus de toiture et l'édifice est en ruine. Son salut viendra au milieu des années 80 d'un ambitieux programme de restauration qui va durer près de 30 ans. Aujourd'hui, fort d'une scénographie inédite, le château attire toujours plus de visiteurs. À l'extérieur, des jumelles stéréoscopiques permettent de visualiser ce à quoi ressemblait la vie au Moyen-Âge. Des tablettes tactiles sont également distribuées pour une expérience immersive en réalité augmentée. Ce sera dans la salle suivante, le numéro 2. Profitez bien de votre visite. Benoît a participé activement au nouveau rayonnement de l'édifice. Médiateur culturel, il a piloté un comité scientifique pour reconstituer en 3 dimensions chacune des pièces des donjons. Ici, nous sommes dans la aula du grand donjon de Falaise. Cette aula, c'est la salle des fonctions publiques, de toutes les fonctions officielles de la cour ducale. En un mot, c'est la pièce dans laquelle, lorsqu'il est à Falaise, au XIIe siècle, le duc de Normandie fait son boulot de duc. La aula est extrêmement prestigieuse, elle est là pour faire la démonstration vraiment de la richesse et donc, bien sûr, du pouvoir du propriétaire des lieux. Suivons Benoît dans la Capella, la magnifique chapelle du château, lieu de prière et de recueillement. Puis pénétrons dans la caméra, la chambre seigneuriale, espace de vie familiale et de repos.
Preuve que les ducs de Normandie ne lésinaient pas sur le confort au sein de leur donjon, véritable palais de résidence au décorum coloré et luxueux. La cour anglo-normande est réputée pour le faste de ses réceptions et de son mode de vie. On sait notamment que Aliénor et Henri sont présents à Falaise en 1159 pour y célébrer Noël et qu'en cette occasion, Aliénor demande à ce que les salles du logis soient jonchées de pétales de rose et fait servir à sa table rien moins que du caviar. Visiter le château de Falaise, c'est participer à un extraordinaire voyage dans le temps. Aujourd'hui, au sein du petit donjon, l'heure est aux animations. Tu commences? Je lance les dés? Partie de dés, échecs, jeux de table, ancêtres du backgammon au XIIe siècle, nombreux sont les divertissements médiévaux qui rythmaient la vie de la cour. Ces jeux servent à montrer qu'on a des compétences guerrières, ils servent à montrer la richesse. On va accueillir les invités avec les plus belles pièces, donc des pièces en ivoire d'éléphant, en ivoire de morse, en os de baleine, en bois de cerf. Pas le temps de s'attarder pour Sylvestre, fondateur de l'association Essling 1198 qui organise ces reconstitutions. Il s'agit d'enfiler la cotte de maille de son personnage. Il y en a lourd, hein, vous prenez à deux. Artaud de Rougemar, chevalier d'un autre duc de Normandie, descendant de Guillaume le Conquérant, Richard, cœur de lion. Bien. Longue pointe. Yeah. Ce qu'il y a de particulier pour nous de jouer dans ce château de Falaise, c'est que c'est celui de notre duc, Richard. Et donc, avec toute cette élévation du XIIe siècle qui a été restaurée, on est à la bonne place. Voilà, c'est ça qui est excitant et qui est magique pour nous. Bataille, ripaille et côte de mer. N'hésitez pas en ces journées européennes du patrimoine à faire halte au château de Falaise, le berceau de Guillaume le Conquérant qui vous plongera dans l'histoire passionnante du royaume anglo-normand. C'est un bond de quelques siècles dans le temps que je vous invite à faire avec cette impressionnante forteresse suspendue entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle, le château de Pierrefonds. Situé dans les Hauts-de-France, il occupe la 7e place de votre classement. À la lisière de la forêt de Compiègne, cet imposant édifice a connu une histoire mouvementée. Le maître des clés de Pierrefonds, c'est Xavier, l'administrateur du château. Il est le gardien de ce monument construit à partir de 1396 par un puissant seigneur, Louis d'Orléans, le frère du roi Charles VI. Le château de Pierrefonds, c'est d'abord et avant tout une silhouette imposante. Imaginons l'empreinte au sol de ce château, c'est un quadrilatère de 100 mètres de côté sur 80, c'est donc gigantesque, sur lequel viennent se camper des tours très puissantes, pensons quand même 8 tours, qui elles-mêmes sont des symboles. Chacune de ces tours abrite en effet une statue monumentale d'un grand personnage qui incarne les valeurs de la chevalerie, comme Charlemagne ou encore Jules César. Pendant 200 ans, Pierrefonds va jouer à merveille son rôle de forteresse imprenable. Mais au XVIIe siècle, le jeune roi Louis XIII décide de démanteler ce château situé à peine à 80 km de Paris et qui menace le pouvoir royal. Pierrefonds est réduit à l'état de ruine, jusqu'à ce qu'en 1858, un empereur décide de le faire revivre. La renaissance de Pierrefonds est réellement liée à une rencontre entre le couple impérial, Napoléon III et l'impératrice Eugénie, et les ruines qui dominent le village de Pierrefonds. Et cette rencontre, c'est bien sûr une commande, celle confiée à Eugène Viollet-le-Duc, de reconstituer le donjon pour en faire, au milieu des ruines, une résidence impériale. À Pierrefonds, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc ne va pas se contenter de rénover le donjon. Il va nourrir une ambition, transformer ce château en une vitrine du savoir-faire français en matière d'architecture. Une fois que l'on a franchi l'unique portail du château de Pierrefonds, le contraste entre cet énorme château médiéval vu de l'extérieur s'exprime avec le charme de la Renaissance et de cette ambiance très différente qui est bien celle d'une résidence seigneuriale confortable,
Sauf qu'il faut imaginer que Eugène Viollet-le-Duc réussit assez vite à convaincre l'empereur qu'une résidence impériale sans avoir une aile dédiée aux invités et à la cour, c'est en quelque sorte un peu absurde. L'empereur va donc donner carte blanche à Eugène Viollet-le-Duc pour réinventer intégralement le château de Pierrefonds. Eugène Viollet-le-Duc avait, comme ses contemporains, la passion du Moyen-Âge. À partir de la fin des années 1830, il participe à un vaste mouvement de restauration du patrimoine médiéval français. De nombreux édifices vont ainsi être rénovés, notamment le Mont-Saint-Michel ou encore la cité de Carcassonne. C'est aussi Viollet-le-Duc qui construira la fameuse flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite hélas dans l'incendie d'avril 2019. En homme de son temps, l'architecte utilise des techniques de construction résolument modernes. Ainsi, les charpentes ne sont pas en bois, mais en métal riveté, assemblé façon mécano géant. Une technique qu'il applique aussi à l'immense voûte en forme de bateau inversé de la salle des Preuses, qui culmine à 12 mètres de haut. C'est la plus belle pièce du château, avec ses 52 mètres de long sur 9 mètres et demi de large. Alors la salle des Preuses, c'est incontestablement le morceau de bravoure du château de Pierrefonds, la grande salle dans laquelle on imagine les bals du Second Empire. On pourrait imaginer que l'évocation des Preuses soit un signe de modernité. Non, on est plutôt là encore en face d'un clin d'œil rendu au Moyen-Âge, puisqu'il s'agit ici d'évoquer l'amour courtois. Derrière ces figures de reines légendaires et de grandes figures venues du lointain, en réalité, c'est l'impératrice Eugénie au centre et les dames du palais, celles qui l'accompagnent, y compris sa lectrice, Madame Carrette, la seule qui ne porte pas de couronne. Les références à Eugénie sont d'ailleurs présentes un peu partout à Pierrefonds. L'impératrice a voulu faire de ce château une demeure moderne et confortable, équipée par exemple du chauffage central. En témoigne cet énorme calorifère qui servait à chauffer les appartements impériaux. La chambre de l'impératrice est un joyau magnifiquement décoré dont elle n'a malheureusement jamais pu profiter. L'impératrice Eugénie n'a jamais dormi dans ses appartements, qu'elle quitte précipitamment avec la chute du Second Empire. Elle s'éteint en 1920. Eh bien, c'est une femme qui, jusqu'à la fin de ses jours, portera le titre de comtesse de Pierrefonds. En souvenir des grandes réceptions organisées par le couple impérial, Mesdames, êtes-vous bientôt prêtes pour le bal? Arnaud et les membres de l'association de danse historique Carnet de Bal proposent régulièrement des spectacles au château de Pierrefonds. Les participants revêtent leurs plus beaux habits, l'occasion de découvrir la mode féminine de l'époque, la fameuse crinoline. Alors nous sommes absolument là dans le sous-vêtement féminin Second Empire par excellence. C'est la cage de crinoline que l'on met avant de mettre les premiers jupons. C'est ce qui va donner toute l'ampleur. La dame peut se déplacer beaucoup plus facilement et surtout, elle peut danser et valser de manière beaucoup plus légère. Elle est finalement uniquement en pantalon avec une robe qui est assez éloignée de ses jambes. C'est sur ces quelques pas de danse que s'achève notre visite de Pierrefonds, un château qui résume à lui seul 5 siècles de notre histoire architecturale et culturelle. Partons dès à présent en région Centre, Val-de-Loire, à la découverte du joyau que vous avez classé à la 13e place. Comme posé délicatement sur l'Indre, entouré d'un jardin très romantique, le château d'Azel-Rideau, près de Tours, est considéré comme l'un des modèles de l'architecture de la Renaissance française. Honoré de Balzac ne s'est pas trompé en comparant ce monument à un diamant taillé à facettes serti par l'Indre. Pour moi, le château d'Azel-Rideau, c'est avant tout l'élégance et le raffinement. C'est une architecture extrêmement maîtrisée, très aérienne. Je crois qu'il faudrait être très difficile pour ne pas apprécier au quotidien ce magnifique bureau qui est le mien.
Bâti dès 1518 par Gilles Berthelot, trésorier de François Ier, puis remanié au XIXe siècle par les marquis de Biancourt, le château d'Azel-Rideau figure dès lors comme l'un des plus fameux châteaux de la Loire. Si caractéristique ici, le miroir d'eau fait se refléter un édifice où se mêlent les influences italiennes aux éléments d'une époque médiévale passée. Mais c'est un autre chef-d'œuvre qui marque le visiteur à l'entrée du château. Ce splendide et monumental escalier à rampe qui vient remplacer au XVIe siècle les classiques escaliers à vis. Ça fait partie des tout premiers escaliers de ce type conservés en France. Évidemment, un escalier, c'est fait pour monter, pour descendre, mais il y a aussi l'aspect ostentatoire. Il fallait montrer qu'on était un seigneur puissant. Et cet escalier majestueux, finement sculpté, est tout à fait à la hauteur de ce qu'on veut montrer. Il fallait paraître, voir et être vu. L'intérieur du château, quant à lui, offre à voir des salles tantôt majestueuses, tantôt plus feutrées, ainsi qu'une inestimable collection d'objets, de tableaux, de tapisseries et de mobilier, le tout retraçant 4 siècles d'histoire de France. Au rez-de-chaussée, le salon Biancourt plonge le visiteur dans l'univers fastueux et éclectique du XIXe siècle. Tandis qu'au premier étage, la chambre Renaissance nous replonge au cœur du XVIe et offre à voir un revêtement mural aussi exceptionnel qu'étonnant, fait de nattes de jonc tressées. Au XVIe siècle, il était courant de poser sur les murs et au sol des nattes de jonc tressées, qui servaient évidemment de tampon thermique. Il pouvait être aussi tressé avec des plantes aromatiques, ce qui permettait de parfumer l'espace, mais aussi des plantes censées se prémunir des maladies. Il en existe en Angleterre aujourd'hui quelques exemples, mais en France, effectivement, c'est le premier château qui permet de revoir un revêtement mural de la sorte. À l'image de ces 2 pièces, le château d'Azel-Rideau a bénéficié récemment d'une restauration complète. Ainsi, de 2015 à 2017, de nombreux artisans d'art ont fidèlement restitué les décors intérieurs, mais aussi les façades et la couverture du monument. Aujourd'hui, sous ces ardoises, le public peut admirer une autre merveille du château, son impressionnante charpente. Datant du XVIe siècle, elle témoigne du formidable savoir-faire des bâtisseurs de l'époque. Cet art du tracé, illustré par ce tableau reprenant les codes d'assemblage de l'époque, est d'ailleurs inscrit depuis 2009 au patrimoine immatériel de l'humanité. Mais si le château accueille chaque année plus de 350 000 personnes, ce n'est pas que pour ses vieilles pierres. Son parc et les plans d'eau qui le parsèment sont aussi un atout sur lequel veille Nicolas, jardinier en chef. Sa mission aujourd'hui, plus que de pêcher des carpes, c'est de faucarder les algues du miroir d'eau. Le faucardage consiste à tailler les algues. C'est quelque chose qu'on fait au mois de mai, en fait, à partir des premiers réchauffements. Et alors, il y a une prolifération de 3 espèces d'algues qui peuvent, en fait, au final, nous empêcher d'avoir l'effet escompté du miroir. Un parc de 8 hectares qu'une équipe entretient toute l'année et qui fait se succéder plusieurs ambiances. Un jardin parsemé d'espèces rares et d'arbres classés, comme ces impressionnants platanes hauts de 50 mètres et ces cyprès chauves de Louisiane. Celui-ci qui maintenant doit avoir entre 150 et 175 ans et qui est toujours là, qui est toujours debout, qui a une ramure quand même relativement belle. On est sur un arbre remarquable qui, justement, avec tous ces arbres comme le cèdre du Liban qui est juste en face, a été classé en fait par une association qui est venue visiter le parc. Imaginé lui aussi par les Biancourt en 1855, cet écrin de verdure se veut désorganisé et romantique. Un espace où la nature reprend ses droits, bien loin du classicisme des jardins à la française. Ça donne l'envie en fait, de se poser au pied d'un arbre, de venir flâner. Les gens sont même invités à aller sur les gazons, ce que beaucoup font, parce qu'on va venir chercher un petit peu de fraîcheur en plein été. Ça se prête à la visite champêtre, de pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus. Et au détour de votre balade, vous croiserez peut-être quelques abeilles, car depuis 1 an, Michael s'occupe d'un rucher, une activité complémentaire à celle de Nicolas. Salut Michael. Ouais, salut Nico. Ça va? Ouais, il fait encore frais ce matin, mais toi, ils sont déjà en action. En effet, si les abeilles ont besoin du nectar des fleurs et des arbres, le parc profite, lui, de la pollinisation de celles-ci. Tu veux jouer le gourmand? Mets le doigt dedans. Allez. C'est le privilège de l'apiculteur et du jardinier. Là, on a le miel qui est là, et ça, c'est le pollen. Donc ça, c'est le carburant pour voler, et ça, c'est pour les nourritures, pour les jeunes larves.
Au total, 600 000 abeilles butinent ici, mais pas d'inquiétude, celles-ci sont plutôt douces, occupées surtout à faire un miel de qualité. Les abeilles, en fait, étaient dans tous les châteaux. À la fois, c'était le moyen de sucrer, c'est un moyen alimentaire, c'était un moyen de se soigner, c'est l'apithérapie aujourd'hui, et le troisième moyen, c'était un peu comme la gabelle avec le sel. Il y a certains châtelains qui demandaient une redevance pour pouvoir mettre les ruches sur le château. Je suis un passionné de vieilles pierres, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre mes abeilles dans les châteaux de la Loire. Je plaisante un peu avec le sujet, mais n'ayant pas les moyens de m'avoir un beau château comme ceux-là, je préfère mettre mes ruches dans le château des autres, et du coup avoir toute une collection de châteaux. Michael aime faire découvrir son métier aux visiteurs grâce à cette ruche pédagogique, lesquels peuvent ensuite déguster son miel et quelques autres spécialités de la région sur cette paisible terrasse faisant face au château. Au château, au jardin. Et aux abeilles. Vous n'avez donc pas une, mais 3 bonnes raisons de venir visiter le château d'Azel Rideau. Nous voilà en Île-de-France, à 50 km au sud de Paris, pour découvrir Vaux-le-Vicomte, l'un des plus beaux châteaux de France que vous avez placé à la 12e position. Édifié à l'initiative de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, ce château et son domaine qui se déploie sur près de 500 hectares est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle. Ascanio de Vaugué et sa famille sont propriétaires du château depuis 5 générations. En 1968, ils décident de l'ouvrir au public pour honorer et partager ce témoignage remarquable de la grande histoire de France. En construisant Vaux, Fouquet avait 2 objectifs, se faire une maison de famille et en même temps, il fallait aussi qu'il fasse des relations publiques parce que sa mission en tant que ministre des Finances, c'était d'essayer d'accumuler des masses considérables d'argent auprès des hommes riches du royaume et avoir un grand château a inspiré confiance et c'est comme ça qu'il a réussi à obtenir d'énormes sommes d'argent pour financer les guerres de Louis XIV. Pour faire de ce château une ode à la démesure et à la beauté, Nicolas Fouquet choisit les plus grands artistes de son temps. L'architecte Louis Levaux, le jardinier paysagiste André Lenôtre, ainsi que le peintre décorateur Charles Lebrun. Ceux-là même qui seront appelés quelques années plus tard à réaliser le château de Versailles. Leur génie, allié à l'immense fortune de Nicolas Fouquet, donne naissance à une œuvre totale. C'est un château de représentation, de fête, de plaisir. Cette façade, elle est creuse, donc ça fait une scène de théâtre extraordinaire, avec évidemment des petits carrés sculptés dans lesquels apparaissent en alternance le chiffre de Fouquet, c'est-à-dire les F croisés percés d'une flèche, et donc les écureuils, l'emblème de Fouquet, puisque le mot Fouquet veut dire écureuil dans le langage poitevin. Sa famille vient du Poitou. On retrouve ce petit animal un peu partout dans le château. Sur les tapisseries, les moulures ou en décor peint, une manière pour l'égocentrique maître des lieux de marquer son territoire. Des appartements d'apparat richement décorés expriment d'ailleurs sans équivoque le pouvoir et le goût sûr de Nicolas Fouquet. Nous voici dans la chambre des muses. Fouquet était un passionné d'art, un passionné d'artiste aussi. Cette pièce est dédiée à sa passion pour les arts. Et on y trouve dans chaque coin de la voussure du plafond 2 muses qui représentent chacune un art, donc la danse, la musique, la comédie. Et au centre, le plafond réalisé par Lebrun lui-même. Et le personnage principal qui est au centre, avec le drapé blanc, c'est la fidélité. On évoque évidemment la fidélité au roi. Et c'est dans la chambre destinée à Louis XIV que la majesté des décors atteint son apogée. Le plafond est un des plafonds les plus riches du château, avec des stucs extraordinaires, avec des anges et des ailes suspendues. Et dans le coin, on voit des lions qui sont sculptés et dorés, qui représentent évidemment la puissance de Louis XIV. Le roi Soleil n'a jamais dormi dans cette pièce, mais il s'y est reposé quelques instants lors de sa visite historique au château de Vaux-le-Vicomte le 17 août 1661. Ce soir-là, Nicolas Fouquet inaugure son château en grande pompe avec une soirée luxueuse. Au cours de cette inoubliable soirée, le roi Louis XIV, sa mère Anne d'Autriche et 600 courtisans sont conviés à une réception qui comprend un concert du compositeur Jean-Baptiste Lully, une représentation d'une pièce de Molière, ainsi qu'un incroyable repas mis en scène par le célèbre maître d'hôtel François Vatel. La soirée se termine par un grand feu d'artifice dans les jardins. La légende raconte que Louis XIV aurait été offusqué par l'étalage de tant de richesses.
vert de jalousie, il aurait donc ordonné l'arrestation du surintendant des finances. Le complot qui mène à la chute de Nicolas Fouquet est évidemment beaucoup plus complexe, mais le souvenir de cette soirée reste gravé dans l'histoire. Lors de votre visite de Vaux-le-Vicomte, ne manquez pas de pénétrer dans le grand salon. Vous pourrez y admirer une projection du grandiose projet imaginé par Charles Lebrun pour décorer sa voûte. Un projet qui ne vit jamais le jour du fait de l'arrestation du maître des lieux. À Vaux-le-Vicomte, on propose aux visiteurs une immersion dans les cuisines telles qu'elles étaient la veille du célèbre dîner. François Vatel s'apprête alors à servir au roi une nouveauté gastronomique appelée l'ambigu. Dominique Michel, historienne de la cuisine, nous en dévoile les subtilités. L'ambigu, c'est de mettre dans une pièce richement décorée tous les mets d'un repas. Les plats chauds, les plats froids, les plats salés et les plats sucrés. Et le but, c'est d'abord d'éblouir les convives et puis d'éveiller tous les sens. On va employer les produits les plus rares, les plus chers. Par exemple, l'ananas, le roi des fruits, des truffes, ou bien sûr les huîtres, parce que vous savez qu'elles sont un petit peu aphrodisiaques. Enfin, ce qu'on disait à l'époque. Et alors, on s'en gave littéralement. Le château commémore l'effervescence des cuisines en ce soir de réception avec des mises en scène théâtrales hautes en couleurs. François Vatel pour vous servir. Dépêchez-vous. Il faut au moins 200 macarons pour la reine Anne d'Autriche. Ces succulents macarons qui sont une mode à la cour. Tout le monde en raffole. Alors pressez s'il vous plaît. Ça donne de la vie. C'est vrai que c'est rare de voir des cuisines de château comme ça, complètement reconstituées, animées, etc. On se croit vraiment au XVIIe siècle, quoi. Je pense que vous aimeriez goûter à ces macarons. Vous pourrez vous aussi déguster ces délicieux macarons avant de partir à la découverte d'une autre merveille du château. 33 hectares de jardin à la française magnifiquement préservés. Avec ses buis taillés au cordeau, ses allégories sculptées et son sublime parterre de fleurs, ce jardin est un joyau végétal qu'Alexandre de Vogüé, frère d'Ascanio, ne se lasse pas d'arpenter. Pour la première fois, André Le Nôtre rassemble à une telle échelle et à un même endroit les principales caractéristiques qui vont faire la définition du jardin à la française. C'est avant tout cette impression de simplicité, d'harmonie, de justesse des proportions. C'est la première fois qu'André Le Nôtre va considérer le jardin comme un élément du paysage. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'architecte paysager. Ce jardin aux allures d'œuvre d'art est entretenu par une dizaine de jardiniers encadrés par Patrick Borgeaud, chef jardinier du château. Il est magnifique, Patrick, ce parterre de fleurs cette année, bravo. Ce parterre de fleurs est une spécificité de Vaux-le-Vicomte. On plante environ 10 000 fleurs et j'ai toujours tendance à dire que tous les jardiniers, quand ils arrivent ici, ils se prennent 350 ans d'histoire des jardins sur les épaules. On essaye toujours vraiment de faire au mieux, de respecter les contraintes d'un jardin du XVIIe. Le monumental jardin de Vaux-le-Vicomte ainsi que les splendides appartements du château vous attendent pour une visite inoubliable au cœur de l'un des plus beaux témoignages de l'architecture du XVIIe siècle. Partons à présent en région Centre Val-de-Loire à la découverte du joyau que vous avez classé à la 11e place. Dominant fièrement la Loire, le château royal de Blois dans le Loir-et-Cher est une fenêtre ouverte sur l'histoire de France et le plus formidable témoin de l'évolution de notre architecture. Du Moyen-Âge à la Renaissance, ce monument fut restauré, sublimé, magnifié par les 10 reines et les 7 rois de France qui s'y sont succédés et qui en firent le théâtre de drames, de manigances et de jeux de pouvoir. Ce qu'il y a de passionnant dans le château de Blois, c'est cette histoire extrêmement riche. Il raconte beaucoup de choses. On a une ambiance particulière qui est due aux personnes qui y ont vécu, aux événements qui s'y sont passés. C'est cette longue histoire qu'on voit à l'intérieur du château, à l'extérieur, qui en fait un cas tout à fait unique dans les châteaux de la Loire. En charge de cet édifice depuis 23 ans, Elisabeth connaît les moindres détails de ce trésor architectural, un condensé d'époques et de styles différents. Vestige du château médiéval du XIIIe siècle, aile gothique en briques et en pierre, splendide aile Renaissance et façade de style classique. Les amateurs de belles pierres
sont ici au bon endroit, servis par la pièce maîtresse du château, son incroyable escalier à vis sculpté que François Ier a voulu le plus étincelant possible. C'est une sorte de scène de théâtre pour le roi. L'idée, c'était de faire un élément architectural extrêmement visible, de façon à ce que le roi, quand il l'emprunte, soit vu, qu'il voit aussi la cour. L'escalier en vis du château de Blois est l'élément le plus célèbre du château, le plus photographié. Il joue toujours son rôle, il fascine. Une fascination qui se poursuit à l'intérieur du château, que ce soit dans la majestueuse salle des États généraux, la dernière salle seigneuriale du XIIIe siècle subsistant en France, ou dans cette pièce plus intime, mais tout aussi rare, le bureau de François Ier et de Catherine de Médicis, avec ses boiseries d'origine. Ce qui la rend extrêmement célèbre, c'est en particulier les placards dits secrets. C'est un mécanisme d'origine qui fonctionne toujours. L'ouverture se fait dans la plinthe. Nous avons une pédale qui faisait manœuvrer un loquet qui permettait d'ouvrir les 10 placards dans lesquels aujourd'hui nous avons placé des collections. Une visite qui se poursuit par les somptueux appartements royaux. Et qu'il s'agisse de la chambre de la reine Catherine de Médicis ou de celle de son fils, le roi Henri III, chaque pièce est à l'image du château, richement meublée et décorée. La chambre du roi a une magnificence particulière parce que les tentures sont dorées. Les plafonds aussi présentent des petites plaquettes dorées qui étaient faites pour refléter la lumière des candélabres et des bougies et donc rendre encore plus de lumière. Il ne faut pas oublier qu'à la cour de France, quand vous aviez des réceptions, vous aviez un garde avec une torche tous les mètres. Donc vous imaginez énormément de couleurs. Entre faste et dorure, le château royal de Blois, qui voit se succéder pendant 6 siècles une quinzaine de souverains, est aussi le témoin d'événements qui ont marqué l'histoire de France. C'est ici, entre autres, que Jeanne d'Arc vient en 1429 faire bénir son étendard avant d'aller libérer Orléans des Anglais. C'est aussi dans ce lit que la reine Catherine de Médicis rend son dernier souffle en 1589 et qu'un an auparavant, dans la chambre du roi, le duc de Guise est assassiné sur ordre d'Henri III, jugeant son rival trop encombrant. Un assassinat illustré dans ce tableau de Delaroche, visible au château comme bien d'autres œuvres. Le monument abritant depuis 1850 le musée des Beaux-Arts de Blois. Le château de Blois est un cadre extraordinaire. Et en fait, de temps en temps, on oublie. Et puis, on regarde autour de soi et on se dit c'est quand même exceptionnel. Géré par Morgane, un millier d'œuvres, parmi lesquelles des toiles d'Ingres, de Rubens et de Boucher, raviront cette fois-ci les amateurs d'art et nous racontent la vie de la cour à la Renaissance. Ainsi, le bal à la cour se penche sur ces soirées fastueuses entre rencontres frivoles et stratégies politiques. Quant à l'étonnant portrait d'Antonietta Gonsalvus, l'une des pièces les plus importantes du musée, il raconte le destin incroyable d'une petite fille à la cour de France, son père ayant lui inspiré l'histoire de La Belle et la Bête. Son histoire est assez insolite puisque c'est une petite fille qui a vraiment existé au XVIe siècle, à la Renaissance, et qui avait une maladie génétique qui s'appelle l'hypertrichose, qui faisait qu'elle avait le corps recouvert de poils. Et Antonietta faisait partie de ces curiosités de la nature qui étaient exhibées comme des choses rares et précieuses dans les cours européennes. Une œuvre intrigante, comme l'est aussi une autre visite proposée régulièrement ici. Bonjour, alors, je vous souhaite la bienvenue au Château Royal de Blois. Initiée par Séverine, elle permet de découvrir quelques endroits cachés et insolites du château. Comme cette tour médiévale ayant servi un temps de prison, ou, dans une autre ambiance, la formidable réserve du mobilier. On est dans un endroit que l'on ne montre pas à tous nos visiteurs, puisque vous voyez ici ces pièces inestimables de nos collections. Toutes les époques se côtoient avec des meubles anciens du XVIe, du XVIIe siècle, et puis après, XVIIIe, comme les harpes que vous voyez ici. Ça fait partie des trésors un peu cachés que nous possédons au château. Quant au clou du spectacle, qui impressionne à coup sûr chaque visiteur, le voici. Alors là, vous découvrez vraiment la partie la plus extraordinaire du château, la charpente de la grande salle médiévale. D'une forme particulière dite à chevron portant ferme, cette charpente datée de 1214 est probablement l'une des plus anciennes charpentes civiles conservées en France.
C'est contemporain de la charpente de la cathédrale Notre-Dame, malheureusement effectivement disparue. Donc nous, on a la chance de pouvoir conserver donc une charpente encore entièrement médiévale, et ça c'est remarquable et extraordinaire. Ouais, c'est magnifique, impressionnant. Des visiteurs fascinés qui le sont encore plus quand le soir venu, le château se prépare à leur en mettre plein la vue. Car chaque soir, d'avril à fin septembre, un spectacle son et lumière fait revivre l'édifice et plonge littéralement les spectateurs dans sa très longue et riche histoire. Je trouve qu'on est emporté, il y a un effet d'épopée. Et le frappe de son poignard en pleine poitrine. On est dans la grande histoire, on est dedans, on la vit à l'intérieur. Une chose est sûre, de nuit comme de jour, le château royal de Blois devrait vous surprendre. Direction maintenant la Martinique dans les Outre-mer, à la découverte du monument que vous avez classé en 13e position, le Fort Saint-Louis. Ce vaisseau de pierre de 600 mètres de long a été construit au XVIIe siècle pour protéger l'île des attaques venues de la mer. Il a même donné son nom à la capitale, Fort-de-France. Il est aujourd'hui le siège de la Marine nationale des Forces armées aux Antilles et ses bâtiments historiques accueillent 50 000 visiteurs chaque année. Mais l'usine Sinamal est guide conférencière. Elle connaît bien l'histoire de ce fort dont la construction débute vers 1640 sous Louis XIII. La Martinique est alors un territoire très disputé par les puissances coloniales. Il devient impératif de défendre cette baie du cul-de-sac royal, la plus vaste et la plus abritée de l'île. Ici, on est sur une position qui est stratégique et remarquable. On a ici cette péninsule naturelle qui est en fait une presqu'île. On va pouvoir, à partir de là, édifier, remblayer, creuser, etc. Donc aménager véritablement cette structure qui dispose à l'arrière d'un plan d'eau. Donc effectivement, environnement naturellement favorable pour pouvoir établir un port. Sous Louis XIV, ce simple fortin de bois va devenir une véritable forteresse. Dans les années 1680, le fort royal se modernise sous l'impulsion d'un architecte disciple de Vauban. 3 étages de fortification sont ainsi édifiés. Le site est dit de type Vauban. C'est une structure défensive en fait où on alterne des bastions et puis un certain nombre de structures comme des chemins de ronde, chemins de défense, courtines. Et on va utiliser toute la pierre environnante, des roches de basalte, donc des bombes volcaniques qu'on va trouver en grand nombre, mais qui sont évidemment des matériaux qui sont extrêmement lourds et difficiles à travailler. L'édifice est conçu pour permettre aux soldats d'évoluer dans le fort tout en restant à l'abri de l'artillerie ennemie. Il dispose ainsi de plusieurs kilomètres de tunnels et de casemates protégés par des canons. Ici, nous sommes dans une casemate, la casemate de Gémosa, qui pouvait servir donc à stocker des munitions, des vivres. Et on pouvait également y caserner des hommes avec des éléments de défense, comme cette canonnière, qui permettait d'avoir le maximum d'angle de vue et une fenêtre de tir relativement large. Tout au long de son histoire, le Fort Saint-Louis a subi de nombreux assauts. Le plus fameux a eu lieu en 1674 lors de la guerre contre la Hollande. Le 19 juillet, 150 soldats français occupent le fort et doivent affronter une flotte de 44 navires hollandais, soit près de 3000 hommes. Après plusieurs jours de combat, les troupes des 2 camps sont épuisées. La légende raconte que les Hollandais, enivrés de rhum, auraient fui le conflit par peur d'une contre-attaque française. Pour trouver les traces de ces batailles navales, il faut prendre la mer. On devrait être sur site là. Vas-y, 25 mètres, 25 mètres. Jean-Sébastien Guibert et Gilbert Labonne sont historiens et archéologues. Ils plongent régulièrement au large du Fort Saint-Louis pour révéler les vestiges d'épaves anciennes. On ne retrouvera plus de vaisseaux de 74 canons en train de naviguer. On ne retrouvera pas de goélettes marchandes du 18e en train de naviguer au mouillage. Et donc l'archéologie maritime permet de restituer un petit peu donc, ces paysages maritimes qui ont disparu et qu'on peut retrouver sous l'eau. On peut retrouver des balles, on peut retrouver des boulets de canon, on peut retrouver donc, des éléments qui viennent en fait du Fort Saint-Louis. Les recherches de Jean-Sébastien et Gilbert ont déjà permis de mettre à jour quelques objets comme ce gouvernail
ou encore ce canon en bronze qui daterait du XVIIIe siècle. Autant de trésors qui racontent à leur manière une partie de la longue histoire du Fort Saint-Louis. Retour à terre. Aujourd'hui comme hier, le Fort Saint-Louis est un lieu stratégique pour la Marine nationale. Gilles Rémignon est commandant de cette base navale qui emploie près de 400 marins. Au-delà de ce patrimoine exceptionnel, c'est aussi une base navale opérationnelle qui est là pour soutenir des bâtiments de combat, des frégates, des patrouilleurs et réaliser les missions des forces armées ici aux Antilles. Comme un clin d'œil de l'histoire, les navires militaires sont aujourd'hui encore positionnés dans un bassin de mouillage protégé des intempéries. On a la plupart des bâtiments de combat de la base navale qui sont basés ici. Nous sommes du côté de la baie du Carénage, l'endroit historique où les bateaux étaient accostés. Les premiers bateaux de la Royale, les bateaux à voile, subissaient des maintenances, d'où le nom de baie du Carénage. On y faisait de l'entretien, de la maintenance, et bien c'est encore ce qu'on fait maintenant. Pour entretenir les navires de la Marine nationale, le Fort Saint-Louis est équipé d'ateliers où travaillent près de 160 civils et militaires de différents corps de métier. On peut faire à peu près tout ce qui est possible sur un bateau. On fait un travail de métallurgie, de la soudure, de la chaudronnerie, de la mécanique sur des moteurs diesel, sur des moteurs hors-bord, du charpentage pour l'aménagement des bateaux, de l'électricité. On peut rebobiner des moteurs électriques afin de faire fonctionner tous les systèmes des bâtiments de combat. Pour les marins de la base, le Fort Saint-Louis est aussi un formidable terrain d'entraînement, notamment en matière de sécurité incendie, primordial à bord des navires. Le Fort Saint-Louis, c'est un fort effectivement où on retrouve plusieurs kilomètres de galeries, de tunnels. C'est un véritable dédale. Et là, exemple, on simule un blessé que l'on extrait d'une ambiance enfumée, avec une ambiance un peu chaude, très humide, assez représentative de ce qu'on peut avoir sur les bateaux de la Marine nationale. Donc nous, notre volonté, c'est de pouvoir réutiliser au maximum ce fort à des fins d'entraînement. Ok, c'est bon. Notre découverte du Fort Saint-Louis se termine sur l'héliport de la base navale. Garde à vous. C'est ici, avec cette vue imprenable sur la baie de Fort-de-France, Sortez des rangs. que le commandant Rémignon remet les décorations à ses marins. Le fait de travailler dans un fort de 4 siècles, ça donne beaucoup de fierté, évidemment. Et je crois que tous les marins ici partagent cette fierté. À titre personnel, c'est évidemment un immense plaisir. N'hésitez pas, vous aussi, à pousser les portes du Fort Saint-Louis, un monument qui nous raconte tout un pan de l'histoire de la Martinique. C'est un bijou d'architecture situé en Normandie, sur la côte d'Albâtre, que je vous emmène découvrir. Le château 2, musée Louis-Philippe, qui occupe la 9e place du classement. Cet édifice a connu 1000 vies, évoluant tour à tour au fil de ses illustres propriétaires. La demeure, construite au XVIe siècle, fortement marquée par la famille d'Orléans, deviendra même résidence royale en 1830, sous le règne du dernier roi des Français. Abritant aujourd'hui un jardin à la française, un parc de 116 hectares et même l'hôtel de ville, le château de musée Louis-Philippe est résolument ouvert à tous. Depuis 19 ans, Alban travaille au musée du château. Il en est aujourd'hui le redirecteur. C'est un métier mêlé à une passion, puisqu'on a la chance exceptionnelle de toucher un passé très riche et côtoyer des personnages qui ont vraiment marqué l'histoire de France. Et l'histoire à eux a laissé beaucoup de traces, car c'est sur l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale de Guillaume le Conquérant que le château actuel est construit à la Renaissance par la comtesse de Catherine de Clèves. C'est un personnage éminemment important de la cour. Elle a été plusieurs fois dame d'honneur de plusieurs reines de France. Et Catherine de Clèves vient se marier en 1570 avec le duc de Guise. Et peu après, ils décident la construction d'une résidence digne de leur rang. Si le couple imagine un vaste château en U, une seule aile de la bâtisse initialement prévue sera finalement réalisée. De nombreux propriétaires vont se succéder au fil des siècles, mais la famille de Guise va garder une place à part, grâce notamment à cette galerie d'apparat qui leur rend hommage. Ici, vous avez 46 portraits de cette famille, et on retrouve dans cette salle des personnages célèbres comme Marie Stuart ou Catherine de Médicis. Cette galerie, en réalité, elle est très jeune, car la salle a brûlé lors de l'incendie du château en 1902 et elle a été entièrement reconstituée à partir des années 2000.
Cette collection de peintures a été initiée au XVIIe siècle par la seconde propriétaire de la demeure, que l'on appelle à l'époque la Grande Mademoiselle. La Grande Mademoiselle, c'est la nièce du roi Louis XIII, la princesse la plus riche d'Europe, dit-on à l'époque. Et elle va acheter le comté d'Eu en 1660 à la famille de Guise, et elle va beaucoup aimer le château, puisqu'on voit encore la mer à l'époque. Et elle va faire beaucoup d'aménagements. 360 ans plus tard, la princesse a laissé des témoignages de son passage, notamment dans la décoration de cette chambre dorée où son monogramme est immanquable. Son monogramme, en fait, ce sont ses initiales qui sont disposées de manière décorative. Donc vous avez A comme Anne, Marie, le M, 2 L entremêlés pour Louise, donc Anne-Marie-Louise de Montpensier. À sa mort, le château reste dans l'entourage royal jusqu'à devenir la propriété de la famille d'Orléans, puis du futur roi Louis-Philippe en 1821. Eux serait sa résidence préférée. Il y vient l'été avec ses enfants et petits-enfants. Lorsqu'il est intronisé roi des Français en 1830, le château devient résidence royale. C'est vraiment cette double identité qui fait la personnalité du château d'Eu, c'est-à-dire qu'il garde ce côté familial avec les bains de mer, et pourtant il a aménagé comme les châteaux à l'époque du roi Louis-Philippe, c'est-à-dire comme Compiègne, comme Versailles, comme Fontainebleau. En effet, le roi ne lésine pas sur les moyens et restaure son château de fond en comble. Il fait aménager le parc et les jardins, les dépendances et les pavillons de bain, mais il s'occupe aussi de l'intérieur, avec l'ajout de parquets, de tableaux, de porcelaine et de mobilier. Louis-Philippe, c'est aussi l'apport de la modernité au sein du château. C'est lui notamment, à partir des années 1840, qui va remplacer des chambres de domestiques par des salles de bain. Et le château n'en est pas à sa dernière transformation. À résidence royale, architecte star. Le petit-fils de Louis-Philippe, le comte de Paris, fait appel à Eugène Viollet-le-Duc pour rénover le château en 1874. Connu pour ses grands travaux de restauration d'édifices religieux comme Notre-Dame de Paris ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel, l'architecte trouve à eux de quoi montrer la diversité de son talent. Dans les peintures, le mobilier, l'escalier d'honneur, le système de chauffage et les splendides vitraux du portique. Inspirés de la Renaissance, les dessins mêlent figures de fantaisie, grotesques, blasons de la famille et monogrammes des propriétaires. Un travail remarquable que l'architecte ne verra jamais de ses yeux, parce qu'hélas, il décédera pendant ses congés après avoir donné ses dessins au peintre. Bienvenue au musée Louis-Philippe. Toutes ces merveilles et tant d'autres sont exposées au public, car depuis les années 50, la municipalité d'Eu est propriétaire du château et l'a ouvert à la visite. Le musée Louis-Philippe surprend ses visiteurs avec d'étonnants objets comme cette très rare pompe à incendie à vapeur, révolution parmi les pompes à bras qui servit à combattre l'embrasement du château en 1902. Et dans chaque pièce se trouvent des trésors historiques. Alors nous arrivons ici devant l'une des pièces un peu exceptionnelles des collections du musée, la berline, construite dans les années 1725, et c'est l'une des plus anciennes voitures hippomobiles conservées dans les collections publiques de France. Après avoir visité le musée, n'hésitez pas à profiter des extérieurs, tout comme les employés de la mairie d'Eu installés dans le château. Parmi eux, Sophie profite chaque jour du magnifique jardin à la française surélevé. Imaginé par la Grande Mademoiselle pour surplomber la campagne environnante, il a été agrémenté d'une roseraie de 200 rosiers par le roi Louis-Philippe. Nous avons les vents d'ouest qui arrivent comme cela et qui amènent les effluves odorantes des roses dans le château, qui permettait donc au roi et à sa cour de profiter de ces jolies odeurs. La roseraie aux variétés anciennes s'ouvre sur le parc de 116 hectares, véritable havre de paix pour les promeneurs qui viennent chercher un peu de nature au cœur de la ville. Au fil des saisons, Eudois, touristes et même cavaliers de l'écurie du château bénéficient d'une vue imprenable sur le château d'Eu. À eux, chacun peut donc profiter à sa manière de plus de 400 ans d'histoire offerts par le château. C'est en Île-de-France que se trouve celui que vous avez classé 10e, le château de Fontainebleau. Vaste de 45 000 mètres carrés, cet édifice grandiose fut la résidence secondaire des rois et des empereurs français. Façonné par les goûts des souverains, ce château hors norme raconte 9 siècles d'histoire,
d'architecture et d'art. Damien est le directeur de l'accueil et des publics du monument. Il y travaille et y réside depuis 5 ans, avec toujours le même émerveillement. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut mesurer ici très facilement l'épaisseur du temps, puisque nous avons accueilli 34 rois, 2 empereurs, un pape, qui en ont fait leur lieu de villégiature. Je n'ai toujours pas fait le tour des 1500 pièces qui le composent. C'est un château unique au monde. C'est ici, dans cette cour, qu'est posée au XIIe siècle la première pierre du château. Un palais médiéval où le roi Louis VII, entre 2 chasses, se reposait dans son donjon. 400 ans plus tard, l'édifice change de dimension. En 1528, François Ier hérite du château de Fontainebleau qu'il décide de transformer, d'agrandir en construisant des aménagements spectaculaires, parmi lesquels la galerie dans laquelle nous nous trouvons. C'est un grand couloir destiné à relier les appartements royaux au couvent juste à côté. Et en réalité, c'est beaucoup plus qu'un couloir, c'est une démonstration d'art. Fresques, stucs, boiseries, homme de goût ambitieux et érudit, François Ier s'offre les peintres de la Renaissance pour décorer sa galerie. On voit également dans la galerie la signature de François Ier, à la fois par le F et par la salamandre, son animal emblème. On raconte que François Ier était si fier de cette galerie qu'il conservait la clé sur lui, qu'il était le seul à pouvoir faire venir ici ses invités. Il était là pour impressionner ses convives, c'est certain. Non loin de la galerie se dévoile une autre pièce, elle aussi très prisée par François Ier. Cette pièce a été transformée en cage d'escalier au XVIIIe siècle, mais les décorations sont encore là pour nous montrer la chambre de la duchesse d'Étampes, maîtresse de François Ier, avec toute une thématique autour de la conquête féminine. Vous voyez tout autour ces cariatides en stuc qui montrent des silhouettes très élancées, qui vantent la beauté féminine et la beauté des lignes. Le message est limpide. À la fin du XVIe siècle, c'est au tour d'Henri IV d'investir les lieux. Si le roi bâtisseur ajoute 3 nouvelles ailes au château, son plus grand plaisir se situe dans cette bâtisse. Nous sommes ici dans la plus ancienne salle de jeux de paume toujours en activité en France. Elle a été construite en 1601. Le jeu de paume, aussi appelé le roi des jeux, Guillaume en est l'ambassadeur à Fontainebleau. As de la raquette, il est le maître paumier du château. Bonjour Damien. Bonjour Guillaume. Le match s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, c'était un beau match. Ouais. Oui. Bon, alors, la raquette que tu tiens, est-ce qu'elle a changé depuis Henri IV? Alors, c'est pas exactement la même, c'est un matériel moderne. Ce qui n'a pas bougé, c'est qu'elle est toujours faite en bois et faite artisanalement. Et la chose qui est très importante, c'est que le tamis est tout petit au jeu de paume. Il reprend la surface de la paume d'une main avec laquelle on jouait à l'origine. Le jeu de paume a été tellement populaire qu'il a marqué la langue française. Donc, la galerie, c'est les espaces qui sont sous les ponts inclinés, sous les toits, où se placent les spectateurs, et un joueur de jeu de paume essaye de faire la meilleure partie possible pour amuser, épater la galerie. Épater la galerie. À Fontainebleau, Henri IV en était friand. C'est ainsi qu'il construit à l'extérieur du château une pièce d'eau monumentale d'1,2 km de long pour 40 mètres de large, le Grand Canal. Ce Grand Canal, c'est l'un des plus grands chantiers d'Henri IV à Fontainebleau. Il a fallu 3 ans pour le construire et 8 jours pour le remplir. Et Henri IV surveillait lui-même les travaux, c'est dire combien il y était attaché. Sa volonté était double, il y avait à la fois le fait d'embellir le jardin et le fait d'offrir un plan d'eau pour des jeux aquatiques. Et d'ailleurs, rien n'était trop grand pour Henri IV, qui avait fait venir un véritable navire, une galère, pour son fils, pour pouvoir jouer sur ce plan d'eau. Vraie demeure des rois, maison des siècles, comme aimait à le dire Napoléon Ier, Fontainebleau fut aussi le théâtre d'événements majeurs de l'histoire. En 1814, l'empereur, qui a installé sa salle du trône au château, doit partir en exil sous la pression de ses adversaires. Dans une mise en scène empreinte de gravité, il descend le majestueux escalier en fer à cheval pour dire adieu à sa garde. L'escalier entre dans la légende et la cour d'honneur, renommée cour des adieux, résonne encore des ultimes pas de l'empereur. Mais le faste à Fontainebleau n'a pas dit son dernier mot. En 1852, l'Empire est à nouveau proclamé et Napoléon III et Eugénie réinvestissent le château de Fontainebleau.
Fontainebleau redevient un lieu de plaisir et de fête. De très nombreux artistes sont invités, des poètes, des musiciens, avec très souvent des feux d'artifice qui permettent de célébrer les victoires de l'Empire. Et donc Fontainebleau vit toute sa splendeur. Un trésor qui brille encore plus sous le Second Empire, car Napoléon III va ordonner la réalisation d'un véritable joyau, le théâtre impérial. Ce théâtre est un lieu exceptionnel qui reflète toute la poésie et la fantaisie du Second Empire. C'est une véritable bonbonnière. Il n'y a eu que 16 représentations. Il est resté longtemps comme une belle endormie et on a l'impression que la cour vient de partir. À Fontainebleau, l'art du spectacle a traversé le temps. De nombreux concerts y sont régulièrement organisés, comme aujourd'hui au sein d'une des 3 chapelles du château, avec la violoncelliste Diana Ligeti. De passage en Île-de-France, parcourez des siècles d'histoire en visitant le sublime château de Fontainebleau, chef-d'œuvre monumental de notre patrimoine.